Fico, Arnaud Decker et Julien Taïeb, respectivement président, secrétaire général et responsable juridique de l'Association pour la protection des programmes sportifs, afin d'aborder la question essentielle du piratage sportif. En effet, selon une récente étude de la Hadopi, 5,2 millions de personnes ont pratiqué le streaming illégal de contenu sportif en 2019, ce qui représenterait au total un manque à gagner de 100 millions d'euros, dont 85 millions pour les clubs, 7 millions pour le sport amateur, 5 millions pour l'État et 2 millions pour les ligues. Notre mission, s'attachant à sécuriser le financement du sport professionnel et amateur, à favoriser l'accès du plus grand nombre à la retransmission des compétitions, il nous paraît essentiel de nous attaquer au piratage sportif, dont le Parlement, vous le savez, a déjà beaucoup débattu cette année. J'aimerais, avec le rapporteur Cédric Roussel, que vous nous dressiez un panorama général sur la question. L'ampleur du phénomène selon les disciplines, l'évolution récente, mais aussi les causes, prix des abonnements, dispersion de l'offre, etc. Mais aussi les moyens d'y remédier. Nous pourrons également revenir sur les dispositions récemment adoptées par le Parlement en matière de lutte contre la consommation illicite de contenu sportif dans le cadre du projet de loi relatif à la régulation et à la protection de l'accès aux œuvres culturelles à l'ère numérique. Je vous remercie, messieurs, d'avoir accepté notre invitation à cette audition qui, je le rappelle, est retransmise en direct et en différé sur le site de l'Assemblée nationale. Et je vous cède désormais la parole pour un propos liminaire de 10 à 15 minutes qui sera suivi d'un échange de questions-réponses avec les membres de la mission. Je vous cède la parole, monsieur Mathieu Ficot. Merci, monsieur le député. Messieurs, encore une fois, merci de cette invitation qui donne la possibilité à l'ABS de s'exprimer. J'allais dire aussi, en préambule, on disait saluer et vous remercier pour votre soutien, mais je dirais plutôt votre ténacité, parce que notamment, messieurs les députés, vous avez été les premiers à comprendre le phénomène du piratage il y a quelques années et nous avoir plus que soutenus, accompagné et relancé un processus dont on se réjouit de l'issue, puisque même si ce n'est pas encore terminé et qu'il y a une commission mixte paritaire, en tout cas l'article 3 du projet de loi audiovisuel nous satisfait pleinement. Bien évidemment, le plus dur reste à faire. Et nous vous en dirons déjà d'ailleurs un mot dans quelques instants. Je voulais profiter de cette invitation pour vous présenter très rapidement l'APS, l'Association pour la protection des programmes sportifs. Je crois que nous avions une présentation à vous projeter. Je ne sais pas... c'est bon ? Vous l'avez ? Parfait. Si vous avez le retour, parfait. Effectivement, cette association qui a été créée au début de l'année 2018 a pour vocation de contrer la promotion, l'accès, la mise à disposition au public, sans droit ni autorisation, de contenu audiovisuel et de droit d'exploitation de compétitions sportives, en tout cas qui ont fait l'objet d'une cession par une fédération, une ligue professionnelle ou une société sportive organisateur de compétitions sportives. Je ne vais pas m'étendre énormément sur l'organisation de l'ABS. Sachez en tout cas que l'ABS, à ce jour, est composé de 15 membres avec un collège de diffuseurs, parmi lesquels Beansport, Canal+, Eurosport, un certain nombre de télévisions privées dans le cadre de l'Access, mais TF1, bien sûr, l'équipe TV, mais également un collège d'ayants droit avec un certain nombre de fédérations et de ligues, parmi lesquelles le basketball, le tennis, le handball, le rugby, le volleyball, le CNOSF et la Ligue de football professionnel. La volonté de l'ABS, et c'est ce qui a prévalu à sa création, c'est de prendre en compte et prendre conscience de l'importance et de l'ampleur que le piratage des programmes sportifs prenait il y a quelques années et qui malheureusement n'a eu de cesse depuis 2 ans véritablement d'exploser. Et c'est un sujet d'inquiétude partagé par l'ensemble des membres de l'ABS, donc qu'ils soient ayants droit que diffuseurs. Je pense que cela étant rappelé, on va pouvoir parler rapidement de l'historique parce qu'il y a un petit historique, puisque ça a commencé
fin d'année 2019 pour aboutir en avril 21 au vote de la PJL, du PJL. Pardon. Si vous le voulez bien, je passerai la parole à Arnaud Decker sur cette prochaine slide. Merci beaucoup. Oui, bien sûr. Oui, messieurs les députés, merci beaucoup. On ne va pas revenir à la genèse d'il y a 3 ou 4 ans. Il faut juste savoir que l'association s'est inscrite, a été créée dans la foulée de la loi dite Braillard de mars 2017, qui encourageait les acteurs de la chaîne de valeur du numérique et les ayants droit du sport et les diffuseurs à se mettre autour d'une table pour négocier des accords professionnels. Donc l'APS est un petit peu né de ça en 2018 et les premiers mois de travail ont été consacrés à la recherche d'accords professionnels, hélas un peu sans succès, parce que les différents intermédiaires techniques ont, pour aller vite, préféré surseoir à la conclusion d'accords pour nous renvoyer vers un éventuel véhicule législatif. Donc en fait, dès 2019, il a fallu qu'on se mette à réfléchir et on l'a fait en étroite coopération avec l'Assemblée, aussi au Sénat, puisqu'ils avaient été en quelque sorte pionniers sur, je crois que c'était l'article 24 de la loi Braillard. Vous-même, messieurs, vous avez rapporté sur l'application de cette loi et ça a été l'occasion de continuer le travail de compréhension des enjeux. Et puis, il y a eu, il y a 1 an de ça, le débat en commission des affaires culturelles sur le projet de loi porté par M. Riester, qui a été le moment où on a en fait stabilisé l'économie générale de ce qui convenait de faire en France. Donc c'était un travail où bien sûr on avait déjà dialogué abondamment avec le gouvernement, mais il y a eu une phase de dialogue parlementaire extrêmement active. Et malheureusement, il y a eu la crise Covid qui nous a obligés à surseoir. Mais les travaux ont continué, à la fois au titre de la proposition de loi sport de M. Roussel, et puis il y a eu d'autres initiatives et une sorte de consensus transpartisan qui s'est établi au fil de l'année 2020. Ce qui fait que quand le texte est arrivé successivement, le texte du nouveau projet de loi audiovisuel, on a eu la grande satisfaction de voir que même s'il était restreint dans son périmètre, il donnait une place très importante à la modernisation du dispositif anti-piratage et qu'il dédiait le fameux article 3 à la lutte contre le piratage du sport. Et donc là aussi, recherche de consensus, amélioration du texte à l'initiative de certains élus au Sénat comme à l'Assemblée. Et ce qui fait qu'on aboutit à cet article 3 dont on va donner l'économie dans un instant, mais on voulait juste faire ce récapitulatif pour expliquer que ça a été itératif, ça a été long, ça a été suspendu, mais on a mis le temps à profit pour qu'il y ait quelque chose d'assez consensuel et transpartisan sur l'article 3. Pourquoi il est prometteur, à notre avis, cet article? Parce qu'il est très complet, en quelque sorte, il est couvrant et il est moderne, parce que potentiellement, il est en mesure de couvrir tous les types majeurs de piratage auxquels on est confrontés les uns et les autres depuis ces dernières années. Vous savez que les choses évoluent très vite dans le piratage et on pense qu'il est robuste pour un moment, si j'ose dire, et qui va nous permettre de traiter beaucoup de problèmes. Il est aussi intéressant parce qu'il concerne la responsabilisation de toutes les catégories d'intermédiaires techniques. Ça a été aussi l'objet d'améliorations dans le libellé, je crois, à l'initiative de l'Assemblée. Et puis, il assure un respect des libertés fondamentales et articule bien le rôle entre le juge et la future Arcom. La future Arcom étant en charge de jouer les rôles de tiers de confiance entre les ayants droit et les diffuseurs d'un côté, au moment où il va falloir peut-être regarder ce qui est malheureusement très fréquent dans le piratage, la reproduction, la réplication de sites pirates, alors même qu'au début, on a pu identifier, au moment de la décision initiale du juge, un certain nombre de sites à bloquer ou à déréférencer. Donc voilà, c'était pour faire un petit peu ce bref historique et expliquer que, à nos yeux, l'article 3 est complet et semble robuste. Julien. Merci, messieurs les députés, de nous avoir invités aujourd'hui pour parler de la lutte contre le piratage. On va revenir peut-être un instant sur le dispositif de l'article 3 pour comprendre comment les choses vont se dérouler concrètement.
étape par étape, puisque à l'origine, il y a donc bien sûr toujours les ayants droit, que ce soit les titulaires de droit ou les diffuseurs ou les diffuseurs, qui vont établir de façon permanente et dynamique une cartographie des flux illicites pour identifier à la fois les sites de streaming sur lesquels les compétitions sur lesquelles ils détiennent des droits sont diffusées sans autorisation, mais également identifier tous les serveurs à partir desquels les flux vont pouvoir être accessibles depuis une variété de terminaux, que ce soit des box, donc des petits boîtiers, mais aussi des applications sur des smartphones, qui vont vous emmener, sans passer par l'intermédiaire d'un site de streaming, qui vont vous emmener directement sur le flux logé dans une adresse IP sur un serveur. Donc cette cartographie, elle est faite de façon permanente, elle est renouvelée tout le temps, puisque les pirates bougent tout le temps, donc il faut la refaire tout le temps. Et lorsque des flux sont identifiés, les plateformes, donc les sites, mais aussi les fournisseurs de services d'hébergement sont notifiés par les ayants droit, qui vont leur dire vous avez chez vous des serveurs ou alors vous êtes éditeur ou hébergeur d'un site qui enfreint mes droits. Donc s'il vous plaît, merci de cesser de violer mes droits. À défaut de réponse satisfaisante de ces acteurs-là, les ayants droit vont engager une action devant le juge, le tribunal judiciaire, et ils vont saisir les intermédiaires techniques, donc les fournisseurs d'accès Internet, mais pas seulement, parce qu'il y a tout un écosystème d'acteurs qui vont rendre possible l'accès à ces flux. Il y a par exemple des fournisseurs de DNS. Quand vous allez sur votre fournisseur d'accès Internet, vous lui faites une requête pour accéder à un site de streaming. Vous n'êtes pas obligé de passer par ce fournisseur d'accès Internet, vous pouvez aussi passer par Google. Vous pouvez également utiliser une technologie qui fait semblant d'être au Panama ou à l'étranger dans des juridictions qui ne sont pas couvertes par la loi française. Donc il y a différents acteurs, différents intermédiaires techniques qui vont pouvoir être assignés, qui vont pouvoir faire partie de cette action, de cette instance. Et le tribunal judiciaire va examiner la demande des ayants droit, va l'apprécier, et si elle est acceptée, va rendre une ordonnance de blocage de nature dynamique qui va enjoindre tous ces intermédiaires techniques qui ont la possibilité d'empêcher l'accès aux flux illicites de prendre les mesures techniques appropriées sans délai, puisque le temps imparti est très très court afin d'avoir un réel impact sur les pratiques des téléspectateurs qui font le choix du piratage. Et tout l'intérêt de ce dispositif, c'est que lorsque l'ordonnance sera rendue, le juge va permettre de faire un suivi de l'exécution de cette ordonnance. Il va déléguer ce suivi, il va rendre possible, il va permettre aux ayants droit de ne pas systématiquement revenir devant le tribunal à chaque fois que des nouvelles adresses IP et des nouveaux serveurs seront identifiés. Comme le disait Arnaud, les pirates vont se déplacer lorsqu'ils vont comprendre que ce chemin-là a été bloqué. Ils ont à leur disposition une galaxie de serveurs et d'adresses et ils vont migrer. Et tout l'intérêt, c'est qu'un nouveau serveur ou une nouvelle adresse ne soit pas considéré comme un nouveau cas qui nécessiterait une nouvelle action en justice. Et donc, lorsque cette nouvelle cartographie sera établie, eh bien, les ayants droit vont la partager avec l'Arcom, qui, elle, va faire l'intermédiaire, puisqu'elle va notifier ces intermédiaires techniques des nouvelles adresses IP qu'il conviendra de bloquer. Et ce qui est important, c'est de voir que cette notification n'a pas de pouvoir contraignant, puisque le juge reste bien la pierre angulaire du dispositif. Toute l'autorité du dispositif repose sur le juge, sur l'ordonnance qu'il aura rendue. Et s'il y a des difficultés dans le suivi de cette exécution et que les intermédiaires techniques ne sont pas d'accord et considèrent qu'il y a eu du zèle de la part des ayants droit, alors, en cas de difficulté, la mise en œuvre concrète, l'application de ces notifications
devra être réexaminé par le juge judiciaire. On va accélérer. Donc tout ce dispositif marchera bien à certaines conditions. Il faudra bien sûr qu'il y ait un dialogue très nourri et très actif entre les ayants droit et l'ARCOM et les intermédiaires techniques. Il faudra que tout le monde soit très réactif et à notre avis, il serait beaucoup plus efficace que le président du tribunal judiciaire de Paris ait une compétence spéciale pour être exclusivement désigné afin d'examiner ces dossiers. Voilà. C'est pas prévu encore. Ça a été prévu par le Sénat et ça a été fait par l'Assemblée. Voilà. En fait, le gouvernement a demandé que ça passe par un décret, en faisant valoir que ça n'avait pas lieu de figurer dans la loi. Donc, en fait, ce que sera, voilà, c'est une des choses qui, dans les 6 mois qui viennent, seront importantes avant le lancement officiel de l'ARCOM avec toutes ces nouvelles prérogatives au 1er janvier 2022. Donc c'est une étape, on se voit en début juillet, c'est une étape fondamentale, l'adoption de cette loi, et en même temps c'est un démarrage, puisque il va falloir qu'on essuie les plâtres, il va falloir qu'on prépare tout, avec les experts de l'ADOPI et de la future ARCOM, bien sûr préparer les premières saisines du juge, et si on se projette un petit peu sur les 6 prochains mois, enfin comment on va valoriser ces 6 prochains mois du côté de l'APS, on pense que même si ça ne reviendra pas forcément prioritairement à notre association d'Esther en justice, c'est quand même dans nos statuts, donc on se réserve cette possibilité éventuellement, on sera plutôt en soutien de nos membres et donc en soutien public des actions de nos membres qui souhaiteront y aller, saisir le juge. On aura une vocation sans doute de forum d'expertise technique et juridique pour nos membres. Par exemple, il nous faudra travailler sur la nature et le format des données techniques qui seront transmises à la fois au juge, d'une part, et puis à l'ARCOM sur son rôle de tiers de confiance sur les sites réplicants, notamment. Et donc ça, c'est, pour parler technique, c'est le grand 3 de l'article 3. Ensuite, on travaillera, comme l'a dit Julien, avec l'expert de l'ADOPI et de la future ARCOM. Ce sont des experts qu'on connaît bien, avec qui le travail a été mené, le travail de réflexion a été mené en confiance, donc on va peut-être entrer dans une phase encore plus technique désormais. Et puis, il y aura aussi quelque chose qui viendra un peu plus en aval, mais qui sera la préparation de l'économie générale des accords professionnels. Et ça, c'est le grand 4 de l'article 3, où bien sûr, l'ARCOM devra superviser la conclusion d'accords professionnels entre les intermédiaires techniques et les ayants droit et les diffuseurs. Il y a aussi quelque chose qui nous tient à cœur et qui prendra une forme sans doute au 2e semestre, c'est un exercice de sensibilisation du public aux dommages que représente le piratage du sport. Donc la forme que ça va prendre n'est pas encore déterminée. On réfléchit peut-être à un clip qui pourrait être diffusé sur les antennes. Mais on accompagnerait de fait ce mouvement lancement de l'article 3, lancement opérationnel de l'article 3 par une sensibilisation du public à définir. On a évidemment cet été des chantiers et on ne va pas s'arrêter pour préparer l'entrée en vigueur de l'ARCOM. Et nos premiers rendez-vous de travail avec l'ADOPI sont calés d'ici la fin du mois. Pour terminer, on va aller assez vite pour se livrer à la séance de questions-réponses. Quelques chiffres, même si je pense que vous y êtes assez familier. Ce qu'on avait souhaité au sein de l'APS vous présenter aujourd'hui, c'est une étude que la Ligue de football professionnel avait diligentée avec Médiamétrie sur la consommation de programmes pirates sur des sites illégaux. J'attire votre attention sur le fait que la consommation IPTV n'apparaît pas dans ces chiffres-là. Et de façon pas intuitive, mais même si on n'a pas forcément les chiffres, je pense qu'il faut tout multiplier par 2. Les chiffres, vous les voyez, font un peu froid dans le dos. On s'est arrêté en mars-avril pour pouvoir comparer aussi la saison 19-20 qui a vu l'arrêt anticipé des championnats. Lorsque l'année dernière, on parle de près de 3 millions de pirates mensuels en moyenne entre août et avril, c'est bien 64% de plus que la saison passée.
Le record, malheureusement, il ne date pas d'il y a 2 ans, il date d'il y a 3 mois, où 4,2 millions de personnes ont piraté des programmes sportifs sur le mois d'avril, avec une très très forte augmentation. C'est pour ça qu'à l'occasion de tous nos rendez-vous avec vous-même et avec d'autres, nous avons au sein de l'ABS toujours insisté sur l'urgence à bénéficier d'outils pour endiguer ces habitudes de consommation, puisqu'une habitude de consommation est facile à prendre et elle est extrêmement difficile à perdre. Cette méthodologie, donc, le Médiamétrie l'a fait sur un panel de 1600 sites pirates et 30 000 internautes. Donc, vraiment, elle est incontestable, elle est robuste et elle nous donne des chiffres, effectivement, que nous vous présentons aujourd'hui. On fait un focus sur le slide suivant. C'est toi qui as la main sur les slides. Sur la Ligue 1, Uber Eats, oui. Sur la Ligue 1, oui, en France, la Ligue 1 est le programme sportif le plus piraté. Encore en augmentation de plus de 40% par rapport à la saison dernière, et où sur le mois d'avril, on dépasse le 1 200 000 pirates ayant suivi la Ligue 1 sur des sites illégaux. Un autre slide pour vous parler également d'autres compétitions sportives, même si la Ligue 1 et la Champions League sont les compétitions les plus piratées. Même la Ligue 2, la Première Ligue ou encore le Top 4, ou encore le Top 14 sont des compétitions dépassant les 100 000 pirates mensuels. Et évidemment, c'est autant de personnes qui d'abord qui prennent des risques, parce qu'on l'a dit aussi, aller sur des sites pirates, ça engendre un certain nombre de risques pour vos données personnelles, pour des risques aussi de se faire pirater ses données bancaires. Évidemment, c'est des revenus en moins pour les diffuseurs et donc par effet de cascade pour les ayants droit, le sport professionnel et le sport amateur. Tout cela en cascade. Le dernier slide, si j'ai bonne mémoire, c'est le top 10 des audiences et vous retrouverez sans surprise des matchs événementiels de Champions League et de Ligue 1 qui ont été largement piratés cette année. J'attire juste votre attention sur le fait que cette audience, effectivement, elle correspond au nombre de personnes qui se sont connectées pour regarder un programme illégal. Donc difficile de le comparer à une audience télé, ce ne sont pas les mêmes méthodologies. Je vous remercie pour votre attention. On a essayé de vous sensibiliser à notre cause, mais on sait que vous l'êtes, puisqu'on n'aurait pas eu ce projet de loi audiovisuel et que 3 votés sans vous. On sait que le plus dur reste à faire, mais encore une fois, je vous dis, on prend attache avec l'ADOPI et l'ARCOM dès ce mois pour travailler avec acharnement et dès le mois de janvier pouvoir lutter contre ce fléau. Je vous remercie, messieurs les députés. Avant de céder la parole à monsieur le rapporteur Cédric Roussel, j'avais une petite question. Alors, suite aux chiffres que vous diffusez à l'instant, issus de l'étude de Médiamétrie, est-ce qu'on a une idée sur ce piratage de la proportion du nombre de jeunes, et notamment de jeunes mineurs, qui regardent et qui consomment des programmes sportifs sur des sites pirates? Je suis beaucoup intéressé ces dernières années à un autre sujet qui est le jeu d'argent et de hasard et comment on régulait, notamment comment on faisait respecter ce qui est dans la loi, c'est-à-dire l'interdiction de jeu des mineurs pour les jeux d'argent et de hasard, les paris sportifs, etc. Bon, constatant quand même que il y avait quand même des jeunes qui continuent à jouer, mais il y a des campagnes qui sont menées, sans doute pas assez. De ce point de vue-là, est-ce qu'on a une idée du chiffre qui concerne les plus jeunes générations sur la question de piratage? J'ai ma petite idée au niveau familial, j'ai envie de dire, mais voilà, mais ça m'intéresserait d'avoir le... Oui, vous avez presque donné la réponse à la question. Je me permettrai de revenir vers vous avec des chiffres précis, parce que nous avons des éléments sur notre étude, mais effectivement, la population qui effectivement consomme des sites pirates est extrêmement jeune, et c'est plus les 15-35 ans, effectivement, que les 55 ans et plus. Le rapporteur. Oui, merci à tous les trois. Déjà de venir parler d'un dispositif qui, vous l'avez dit, est un dispositif qui a reçu l'acceptation de beaucoup de bancs et des 2 chambres. Pourquoi? Je veux remettre ça dans le contexte, c'est qu'on est tous attachés à
je dirais, à la valorisation de notre sport, et qu'aujourd'hui, la composante donc, télé est importante dans le modèle économique des clubs professionnels, qu'ils soient donc le foot en priorité, enfin, principalement en question de proportion, puisque ça représente 85%, je crois, des droits sportifs en France, ou du rugby, pour parler des deux disciplines principalement. Donc c'est effectivement un point de droit sur lequel vous nous aviez sollicité, mais vous savez comme moi que, j'ai envie de dire, la technologie va souvent plus vite que le droit. Et la question, pour être le plus complet possible et le plus actuel possible sur je dirais, cette protection, et ça c'est important ce titre-là, la protection des œuvres donc artistiques, puisqu'on considère ici, en tant que député engagé dans le sport, que le spectacle sportif est une œuvre artistique vivante et qu'il faut protéger cette œuvre au même titre que les œuvres cinématographiques. Il y a un phénomène que vous n'avez pas évalué ici, vous l'aviez dit vous-même, Estat, mais au doigt mouillé, qui nous semble donc très important, c'est l'IPTV. Déjà, votre appréciation déjà du dispositif tel qu'il a été donc voté et tel qu'il s'apprête à être peut-être définitivement adopté sur la lutte de ce nouveau phénomène technologique, l'IPTV. Et aussi, peut-être, cette question amène aussi des propositions, parce que c'est ça le but de cette mission, c'est aussi de se remettre des fois en question, en tout cas se poser des questions sur l'avenir. C'est est-ce que d'après vous l'IPTV est un sujet donc qu'il va falloir traiter à l'avenir, et sachant qu'il s'agit, je dirais, d'une commercialisation là, de boîtiers, donc on est dans des règles du commerce. Comment est-ce qu'il y a des réflexions au sein de votre association qui sont déjà menées pour pouvoir donc répondre à ce défi technologique, mais aussi commercial, puisque il me semble, alors j'en ai pas de boîtier IPTV, je tiens à le dire, et mes enfants, et mes enfants ne piratent pas encore, mais parce qu'ils ont moins de 15 ans peut-être, je le réponds aussi directement. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est vous ne l'avez pas évalué aussi, pourquoi en fait, parce que quelles sont les difficultés pour l'évaluer? Tout simplement aussi. Autre question supplémentaire. Si vous pouvez d'ailleurs un petit peu de façon pédagogique rappeler ce que c'est l'IPTV. D'accord. Alors, déjà, effectivement, quand on parle de live streaming, c'est l'identification de sites qui proposent des flux vidéo qui sont donc tout à fait illégaux, puisque nous, on fait un mapping et on sait que les plateformes diverses et variées qui proposent ces sites-là ne sont pas répertoriés comme des ayants droit, des diffuseurs officiels, en tout cas des ayants droit ayant l'autorisation de proposer ces contenus. Sur l'IPTV, je vais laisser Julien Taïeb vous en dire un mot, mais il faut savoir que l'IPTV, ce n'est pas uniquement des box et une proposition matérielle. Quand on parle d'IPTV, vous l'avez aussi de façon dématérialisée. Et je reviendrai juste après que Julien vous ait donné quelques détails sur le sujet, dire ce que l'APS en pense et compte faire. Donc oui, effectivement, l'IPTV, c'est l'avenir du piratage, puisqu'on a vu en Angleterre, par exemple, les ayants droit qui se sont organisés et qui ont mis en œuvre des ordonnances dynamiques, qui ont attaqué des sites de streaming et qui les ont freinés. Il y a eu, par un effet de vase communicant, un report sur l'IPTV, puisque les gens constataient que l'expérience IPTV était plus agréable et plus efficace qu'un site de streaming où il y avait des publicités un peu gênantes et un flux qui n'était pas aussi clair et de bonne qualité qu'avec la technologie de la télé par Internet, de l'IPTV. Après, la difficulté concernant l'IPTV, c'est que la technologie en soi n'est pas illégale, puisqu'il y a plein de box IPTV, comme les Apple TV ou d'autres boîtiers, qui vont vous permettre d'accéder à un certain nombre de services.
Et donc, pour reprendre ce que vous disiez sur les règles du commerce et de l'industrie, c'est très compliqué. Il y a d'autres groupes où on essaye de travailler sur le sujet. C'est très compliqué d'agir contre les fabricants de boîtiers, d'aller les saisir aux douanes, parce qu'il faut apporter la preuve que ces boîtiers en soi violent la loi française. Et à ce stade-là, lorsqu'ils arrivent dans des containers, ça n'est pas évident. Maintenant, l'APS avait, depuis le début de son travail, en tête l'IPTV, lorsque les propositions de loi ont été rédigées dans le cadre des échanges qui ont été menés avec les pouvoirs publics. Il a toujours été important pour l'APS que le texte de loi couvre toutes les technologies du piratage, y compris celles qui vont venir, qui n'existent pas encore, mais en tout cas qu'elle couvre de façon absolument indispensable l'IPTV, parce que aujourd'hui, ça n'est malheureusement, je pense qu'il y a une grande marge de progression en France de l'IPTV, parce qu'il n'y a pas encore un parc tellement répandu et tellement développé par rapport à d'autres pays, et que la technologie et l'offre à laquelle on accède grâce à des box qui coûtent 50 € et puis ensuite les codes vous parviennent sur des sites WhatsApp pour voilà, en gros une centaine d'euros sur l'année, mais vous avez accès à toute une variété de chaînes et vous avez l'offre entière. Ce n'est pas uniquement un match. Donc c'est le piratage d'une chaîne, de l'offre. Et il y a des offres IPTV pour lesquelles vous n'avez même pas besoin d'acheter du matériel. Donc vous avez des fournisseurs de services IPTV type King ou Volca, où vous allez aller sur un site, et c'est de l'IPTV, et vous allez retrouver toute une variété de chaînes. Et du coup, c'est très léger, vous n'avez pas besoin de vous outiller, c'est facile. Donc, en tout cas, le texte de loi de l'article 3 a été rédigé de façon agnostique pour englober tous les types de piratage, tous les intermédiaires techniques qui pourront empêcher l'accès aux flux illicites. Et donc, c'est comme ça qu'on a pensé, l'IPTV était prévu. C'est vrai que c'est très important que cet article 3 soit extrêmement large, permettant un mapping et aux ayants droit de donner ensuite à l'ARCOM, enfin d'abord, je ne vais pas refaire toute la procédure, au juge, puis ensuite à ce que l'ARCOM notifie, pour essayer de débarrasser le web, les réseaux sociaux de toute offre, y compris donc d'IPTV, illégale. Et nous allons nous adjoindre les services de sociétés spécialisées qui vont nous aider à faire ce mapping. Là où je vous rejoins, et je ne veux pas être trop alarmiste, parce que nous avons déjà beaucoup de travail à faire sur le sujet du live streaming et d'offres d'IPTV présentes sur toutes les plateformes illégales qui peuvent être identifiées et qui peuvent être ensuite bloquées et déréférencées. Mais effectivement, vous pointez du doigt un sujet très difficile qui est le commerce illégal de ces boîtiers et qui peut se rapprocher d'ailleurs dans ces mécanismes de commerce de stupéfiants, puisque c'est un petit peu la même façon de commercialiser avec des chaînes individuelles. Alors je ne connais pas tout dans les détails, c'est ce qu'on a raconté, mais c'est assez présent dans certaines zones, notamment des zones urbaines, où vous avez des gens qui viennent vous déposer un boîtier. C'est extrêmement simple, et comme l'a dit M. Tayeb, vous recevez ensuite un SMS. Et là, c'est offline. Excusez-moi, je ne trouve pas le mot en français, mais vous n'avez pas, nous, une capacité de mapping, comme on peut le faire avec des sociétés spécialisées, sur des plateformes digitales, que ce soit des réseaux sociaux ou du web. Là, pour le coup, c'est vraiment dématérialisé, c'est offline, c'est des individus qui se déplacent chez d'autres individus pour donner un matériel. Et là, pour le coup, le dispositif actuel enfin, j'allais dire est inefficace, j'aime pas ça. Et puis, de toute façon, on a suffisamment à faire sur le streaming illégal et l'IPTV. Oui, ce rapproche plus d'un travail de police
instructions de police judiciaire de type trafic de stupéfiants pour pouvoir coincer éventuellement ceux qui feraient ce commerce illégal, quoi. C'est pour ça que le travail d'investigation et de mapping derrière est très important, parce que là, technologiquement, on va retracer tous les flux qu'on ne peut pas connaître a priori. Mais le travail sera nécessaire et supplémentaire, puisqu'effectivement... Pardon, je disais qu'effectivement, ça sera peut-être l'objet de nouveaux travaux ensemble, même si on n'aime pas le côté de pénalisation de l'usager. Je ne vais pas aller sur ce terrain-là, on en a parlé à l'occasion de nos travaux ensemble. Mais aujourd'hui, c'est un vrai sujet et l'article 3 du PJL ne le traite pas. Même s'il le traite d'une certaine façon, il y aura tout de même cet aspect-là à envisager. Et c'est pour ça que je me suis laissé aller à la comparaison avec un trafic de stupéfiants, mais parce que je pense que dans les méthodes de commercialisation, c'est assez similaire. Alors, je crois qu'il y a un rapporteur pour application qui a été désigné. Alors, je pense qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, c'est un commencement, l'article 3. Il est robuste, c'est un socle qui va vraiment porter ses fruits normalement. Et puis, par ailleurs, il y aura certainement de... Mais s'agissant de la mise en œuvre de l'article 3, je pense que de toute façon, il y a des suites qui sont prévues avec le Parlement sur la mise en œuvre de la loi. Je pense que dès fin 2022, j'imagine, enfin, il peut y avoir matière à ce qu'on fasse un état d'avancement complet. Voilà, il faut qu'on se passe la balle. Il faut lâcher le micro et comme ça, le suivant peut parler. Vous étiez, je dirais, dans ce... en train de nous exprimer que le travail collaboratif est très important, donc pour ce mapping notamment. D'où ma question concernant les acteurs du numérique. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, y a-t-il plus d'acteurs du numérique qui vous aident ou qui vous freinent? Et surtout, est-ce que vous avez entamé des travaux ou est-ce que vous imaginez des actions communes avec les fournisseurs d'accès Internet, voire avec les fameuses GAFAM, pour pouvoir donc envisager aussi cette lutte de manière collaborative et coordonnée, et dans l'esprit de plus d'efficacité? Nous avons pris récemment à tâche, quand vous parlez des GAFA, que ce soit avec notamment Facebook et Twitter, pour lutter contre les messages de haine et d'homophobie sur les réseaux sociaux. Donc on a sensibilisé nos acteurs du jeu, nos clubs, pour essayer de travailler sur ces sujets-là. Donc oui, un des objectifs, c'est aussi de continuer à travailler avec eux, parce que lorsqu'on parlait de ce travail de mapping, il ne va pas être que sur Internet, ça va être également sur les réseaux sociaux. Donc de prendre attache avec ces acteurs-là fait partie de notre feuille de route. Ensuite, avec les fournisseurs d'accès Internet, ça va être une collaboration que nous allons devoir trouver. Et je vous le dis parce que vous en avez été à cette initiative, mais nous sommes extrêmement satisfaits du rôle de tiers de confiance qui a fait consensus tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale pour que l'Arcom demain vienne donner confiance tant à nous, ayant droit, qu'aux fournisseurs d'accès Internet, qui auront l'impression de ne pas être victimes de surblocage. C'est pour ça que ce dispositif nous semble assez robuste. Et nous allons avoir des discussions avec les FAI. Peut-être même que nous signerons des accords interprofessionnels. La question des moyens aussi de l'Arcom sera au centre de nos discussions pour que tout cela se mette bien en place. Ce dispositif, alors je n'ai pas envie de le redérouler à nouveau, mais c'est vrai qu'en cas de problème, le juge judiciaire peut être à nouveau saisi. Donc c'est autant de garanties, en tout cas pour nous, pour essayer de montrer aux fournisseurs d'accès Internet qu'on a besoin de coopérer avec eux. Et c'est ce que nous ferons, je pense même, avant que l'Arcom voie le jour en janvier 2022. Donc, je reviens sur, puisque j'ai sous les yeux le top 10 des audiences pirates. Si vous avez la possibilité de nous donner aussi le top 10 des audiences, non pas des pirates, mais des consommateurs légaux, ce serait intéressant aussi pour voir la proportion. D'où ma question, parce qu'il y a eu bien sûr la crise sanitaire qui a peut-être
apporter moins d'attractivité dans les stades du fait du huis clos imposé. Mais il y a aussi le fait divers Mediapro. D'après les stats, là, je vois, alors malheureusement, là, on n'a pas les stats de Pirates, mais qu'est-ce que vous avez pu constater? Est-ce qu'il y a eu un effet avant et après Mediapro en termes donc de consommation illicite? J'ai pas ces informations-là en ma possession, donc je ne peux pas vous répondre. Qu'il y ait eu un effet avant ou après, ça a trait aussi au statut d'un nouveau service ou pas rentrant sur un marché, et ça, j'ai pas les informations pour vous répondre. Donc on n'a pas du point de vue de l'association LAPS, il n'y a pas eu de calcul d'audience post-Mediapro, c'était depuis le début de l'année, c'est ça? Donc qui permettent de voir si la consommation illicite aurait eu tendance à augmenter ou diminuer. La difficulté, monsieur le député, c'est que le service téléfoot n'était pas audimétré en tant que tel, et que donc nous ne disposons pas des audiences de téléfoot. Et ce que vous avez là sont des... alors il y a eu deux choses. Je crois que c'est Téléfoot qui avait un contrat avec Médiamétrie pour quelques matchs, et sinon ce sont des déclaratifs. Mais nous n'avons pas les audiences comme nous pouvons les avoir par exemple pour Canal+. Alors je crois qu'il y avait une information publique et je me demande si même vous n'avez pas utilisé cet exemple lors de précédentes auditions concernant le match PSG-OM, le Classico du 13 septembre, où en proportion, il y avait autant de pirates que de consommateurs. C'est ça? Ça doit faire partie, ce Classico, des quelques matchs que Téléfoot a demandé et autorisé Médiamétrie à communiquer. Donc pour le non sachant que je suis, donc sinon c'est systématiquement donc des demandes qui doivent être faites un peu comme des sondages, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah d'accord, ok, très bien. Bon, nous on est tous contents, et collectivement depuis le début de cette audition, sur le fait que nous avons répondu à un problème de droit, et de droit de la propriété, j'ai envie de dire, droit d'auteur. Maintenant, donc vous savez comme moi que, je dirais, si ça reste un produit d'exploitation, une offre audiovisuelle, qui doit donc aller à la rencontre donc du plus grand nombre de consommateurs, puisque là il y a un intérêt, j'ai envie de dire, politique en tout cas nous concernant, c'est que le sport soit le plus exposé en tout cas, et le plus accessible aussi, en tout cas le plus largement accessible, de manière à ce que ce que j'appelle régulièrement le passage à l'acte sportif puisse se faire encore plus systématiquement, et faire en sorte que notre pays devienne un pays réellement sportif, en tout cas une nation réellement sportive. Tout ça pour dire, et ça je pense en tant que professionnel que ce sont des sujets aussi que vous devez aborder, et je voulais avoir un peu les produits de vos réflexions concernant donc la qualité même du produit proposé aux spectateurs. Il y a l'aspect prix qui a expliqué, en tout cas si on s'en réfère donc à la dernière étude en date de la Hadopi, il y a un aspect prix qui explique pour part, je dirais, le passage à l'acte délictuel. Mais il y avait aussi notre stat qui était, alors je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas elle était écrite dans le rapport, où il était écrit que 65% des consommateurs pirates se déclaraient aussi possesseurs d'un abonnement. Donc en ça, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi à avoir sur l'accessibilité de l'offre? On a parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, dans ses propos liminaires, parlait d'un éparpillement donc des offres. Est-ce que là aussi, vous menez des réflexions? Je pense peut-être j'ai des modèles en tête, mais je voudrais savoir s'il y a des évolutions de modèles que vous pourriez nous exposer ici également pour répondre à ce problème qui nous préoccupe, qui est de lutter contre le piratage et de faire en sorte que les consommateurs aillent volontiers et acceptent volontiers l'offre audiovisuelle telle qu'elle est présentée et proposée légalement. Je suis un peu frustré parce que je ne suis pas capable de répondre à votre question. Je vais essayer de vous expliquer en 2 mots. Si vous m'invitez à nouveau, je viendrai avec plaisir pour le compte de la LFP, qui est mon employeur.
aujourd'hui en tant que président de l'APS, et je ne peux pas répondre à cette question, tout simplement parce que, et je vous le dis très simplement, l'APS, vous avez 2 collèges, vous avez un collège d'ayants droit et un collège de diffuseurs. Nous avons parfois des intérêts divergents. L'APS a vraiment été créé pour lutter contre ce fléau qui est le piratage des programmes sportifs et qui, là, pour le coup, embarque l'ensemble des acteurs. Sur ces sujets-là, malheureusement, je n'aurai pas mandat pour vous répondre et croyez-moi, j'en suis même le premier frustré parce que j'ai mes convictions, j'ai mes idées, mais malheureusement, dans ce cadre de cette invitation et de cette audition, je ne peux pas vous répondre. Ce n'est que partie remise, alors. C'est ça que qu'on doit comprendre, mais ce sera partie remise. Parce que... C'est honnête de votre part. Non, mais c'est très clair. Et je comprends tout à fait la réponse dans le sens où vous expliquez bien qu'il y a 2 collèges. J'ai envie de dire que ce sont que le point de fixation, j'ai envie de dire, commun était la lutte contre le streaming illégal. Voilà. Et je pense que le point aussi d'attention que je parle pour nous parce que je crois que c'est également donc une volonté, j'ai envie de dire, partagée, celle que le sport soit partout, partout accessible, que ce soit dans sa pratique, mais aussi dans son exposition. Donc je pense qu'il y a un vrai challenge, comme il y a un challenge peut-être, mais on pourra en parler avec la LFP, d'attractivité dans les stades aussi. Voilà, donc c'était surtout sur ce point-là. Mais je comprends que effectivement l'objet même de l'APS ne puisse pas vous permettre de vous exprimer librement. Donc je crois que date sera prise dans ce cadre-là pour pouvoir donc auditionner la LFP, l'équipe actuelle, sachant que nous invitons aussi, bien sûr, l'équipe, en tout cas, qui était en charge de l'attribution des droits TV en 2018, à venir être auditionnée ici. Je voulais juste vous rajouter que certains membres éminents de l'APS sont évidemment à votre disposition. Enfin, je ne vais pas parler pour leur nom, mais je ne voulais pas préempter le pouvoir d'invitation de votre mission d'information au seul bénéfice de la LFP. Tout le monde est le bienvenu dans la maison du peuple. La maison du peuple reste ouverte en tout cas à tout le monde et surtout tous les acteurs parce que on voit bien que on parle ici et vous êtes venu au titre donc je dirais du streaming illégal qui touche une variable importante du modèle économique des clubs professionnels aujourd'hui, à tort ou à raison, mais c'est un fait. Donc je crois qu'une réponse législative était nécessaire. Maintenant, je ne pense pas qu'elle soit suffisante. Et c'est de ça aussi dont nous souhaitons parler dans le cadre de cette mission pour effectivement qu'elle soit la plus inclusive aussi possible et qu'elle ne soit pas que répressive. On peut parler de contrôle, on peut parler aussi d'aide à l'évolution des modèles. Et peut-être qu'il y a un sujet aussi, mais dans la PPL Sport, mais qu'on posera à la LFP, donc je vais arrêter cette question-là, parce que je sens que vous allez me répondre que vous ne pourrez pas, à juste titre, aujourd'hui en tout cas, y répondre. Voilà, j'ai pas d'autres questions supplémentaires. Si, moi j'en avais une. Alors peut-être que là, l'APS pourra peut-être avoir un avis plus précis. Je pense que là, on a beaucoup parlé des mécanismes qui vont, dans les prochains mois, se construire et vous allez y prendre une grande part. Il y a les mécanismes qui permettront de mettre en place ces ordonnances dynamiques. Mais il y a aussi sans doute une campagne de communication et de pédagogie aussi qui devrait accompagner nécessairement, je pense quand même, la mise en place de ce mécanisme de lutte contre le streaming illégal et le piratage dans les prochains mois. Et je pense que un des messages positifs qui pourrait être évoqué, c'est que non seulement lutter contre le piratage et le streaming illégal, c'est bon pour le modèle économique et financier du sport professionnel, mais c'est aussi des montants financiers supplémentaires pour le sport amateur, puisqu'il y a un manque à gagner. Bon, j'ai évoqué le chiffre tout à l'heure, l'estimation. Et donc, il y a aussi un message à envoyer, je dirais, aux sportifs amateurs, ils sont nombreux dans notre pays, les licenciés dans les clubs en particulier, de dire, voilà,
Tout comme c'est pas bien parfois de jouer au paris sportif quand on parie sur, et ben c'est même interdit sur un certain nombre d'événements sportifs qui sont liés à celui qui parie. De même, voilà, je pense qu'il y a quand même quelque chose peut-être à inventer. Et de ce point de vue-là, est-ce que sur le mécanisme lui-même financier de redistribution entre le sport professionnel et le sport amateur, est-ce qu'il y a une position de l'APS plus particulière sur le dispositif de la taxe Buffet? Est-ce que vous pensez que c'est le bon vecteur? C'est-à-dire cette taxe finalement de 5% sur les droits de cession qui concernent les manifestations sportives qui sont retransmises. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est un mécanisme suffisamment dynamique? C'est aujourd'hui le premier, il y en a d'autres. Hein, et aussi, je considère que les paris sportifs, la taxe sur les paris sportifs est une partie aussi de redistribution au sport amateur. Il y a d'autres canaux possibles aussi entre les fédérations, les ligues et les associations sportives dans les clubs professionnels en particulier. Mais aujourd'hui, on parle beaucoup de la taxe Buffet. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, ça reste un outil efficace ou parce que il est aujourd'hui, malheureusement, on le voit bien avec l'affaire Mediapro, sujet à fluctuation. Et quand on déplafonne, c'est ce qu'a fait le Parlement encore récemment il y a quelques mois, et c'était bien pour le sport amateur, on voit que si jamais un acteur majeur de la diffusion fait défaut, c'est des recettes qui peuvent vite tomber, et le plafond, à ce moment-là, il n'est pas atteint. Et donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il y a une réflexion à mener sur ce que pourrait être un mécanisme de redistribution voilà. Taxe Buffet ou pas? Honnêtement, au sein de l'APS, on n'a pas discuté de ces sujets-là. Sur la question de la taxe Buffet, il ne m'appartient pas de la commenter. Sur la nécessité de la solidarité, évidemment, je crois que quand vous comparez le système français à d'autres systèmes européens plus largement, et y compris sur la question de la solidarité entre le sport professionnel et le sport amateur, la France n'a pas à rougir. Ensuite, oui, avec l'épisode Mediapro, c'est des centaines de millions d'euros qui ne rentrent pas dans le système. Le football professionnel est le premier touché, c'est-à-dire nos clubs. Et ensuite, effectivement, par effet de ruissellement, vous avez la Fédération française de football qui souffre aussi beaucoup en ce moment. Et ensuite, eh bien, vous avez toutes les entités, j'allais dire, qui perçoivent dans le cadre d'un système qui existe et qui n'est pas remis en cause, avec différents, que ce soit nos syndicats, que ce soit évidemment via la taxe Buffet, le sport amateur. Mais il n'y a pas de réflexion au sein de l'APS sur ce sujet-là, monsieur le député. J'ai une question concernant la consommation illicite de nos championnats français sportifs à l'étranger. Est-ce que nous sommes beaucoup piratés à l'étranger? Pardon, monsieur le député, j'ai pas cette information-là. Pardonnez-moi cette petite pirouette, mais j'aimerais que ça soit le cas, parce que ça voudrait dire que notre produit Ligue 1 est un produit majeur à l'étranger, mondialement connu, reconnu et suivi. Nous sommes quand même un championnat aujourd'hui qui n'est pas un championnat majeur regardé à l'étranger. On est distribué par des chaînes payantes et je pense qu'on a un piratage extrêmement mineur, mais j'avoue que je m'avance un peu parce que nous n'avons pas de données exactes sur l'état du piratage de la Ligue 1 à l'étranger. Donc, on a un piratage qui est modeste et une valorisation des droits internationaux, si on prend le foot, qui est modeste aussi. Ouais. Non, mais pour le coup, c'était une question. Je vous ai dit que j'ai terminé une question, mais c'était une réflexion en même temps que je vous entendais. Et parce que ça, c'est un enjeu également de valorisation aussi et de rayonnement du sport à l'étranger. Et ça sera tout le travail, mais que les ayants droit et pas que la Ligue font sur la réforme
de leurs produits, de leurs compétitions, pour rendre le sport français dans son ensemble plus compétitif. Après, vous avez vu sur certains slides, lorsque je parlais du piratage en France, vous avez vu que l'IPL arrivait en 4e position, voire même devant le top 14, si je peux me permettre. Et effectivement, l'IPL étant une franchise mondiale, sur tous les pays, même en dehors d'Angleterre, elle est tout de même largement piratée. Ce n'est pas encore le cas de la Ligue 1 hors de France. Mais j'espère qu'on deviendra un jour un produit franchisé, premium, largement suivi dans le monde et à l'international, tout en ayant une lutte efficace contre le piratage, notamment via des systèmes de watermarking, mais c'est aussi des technologies que nous suivons pour notamment lutter contre le piratage via nos diffuseurs qui reprennent nos images à l'international. Si, c'est pas très étonnant, je ne fais pas le lien direct, mais on sait qu'il y a beaucoup de paris sportifs qui se font sur des disciplines sportives comme le basket ou le baseball ou le football américain aux États-Unis, qui correspondent aussi à un décalage horaire. Une journée ne faisant que 24 heures, et sur le continent européen, on ne pouvait pas mettre en permanence des événements sportifs, font que aussi il y a aussi des parieurs sportifs ou des gens qui souhaitent consommer des événements sportifs qui le font de façon nocturne ou tard dans la nuit. Et donc ça ne m'étonne pas du tout ce que vous dites sur le piratage sur des programmes qui sont outre-Atlantique, en tout cas. Voilà. Il y a une dynamique européenne très très forte sur les sujets qu'on vient d'évoquer. Il y a eu une résolution européenne qui a été adoptée sur les droits des organisateurs de compétitions sportives en Europe et la façon dont on peut protéger leurs droits. C'est quelque chose qui est au Parlement européen. Et puis, on voit qu'il y a déjà au moins une demi-douzaine de pays qui ont adopté des systèmes, souvent des injonctions dynamiques, mais pas forcément. En tout cas, ça peut être à l'initiative d'une décision du juge ou d'une autorité publique administrative, mais qui mettent en œuvre des dispositifs qui portent sur le live sportif, les retransmissions en direct, exactement comme notre article 3 va pouvoir le faire. Et donc je pense qu'on est appelé de toute façon, et on le fait avec les Anglais, avec les Portugais, à échanger de plus en plus. Et nationalement, c'est les championnats nationaux qui sont les plus visés par les démarches des ayants droit et des diffuseurs à l'égard des intermédiaires techniques pour des retraits, des blocages, des déréférencements. Mais on va avoir, si vous voulez, je pense qu'il va y avoir une dynamique européenne qui nous permettra aussi de défendre la valeur de nos droits, la valeur des droits des ayants droit du sport français aussi à l'international, parce qu'il y a une vraie dynamique États membres et au niveau européen, mais ça fera peut-être l'objet d'une autre discussion ultérieurement, parce qu'on suit ça de très très près. Très bien, messieurs, il me reste à vous remercier pour votre disponibilité et puis la qualité des échanges que nous venons d'avoir. Et vous souhaitez bon courage, parce que j'ai l'impression que les mois qui vont venir sont des mois très chargés, en tout cas pour le travail qui vous attend dès que la loi sera définitivement adoptée, promulguée, et que les textes réglementaires vous seront, je l'espère, aussi soumis et que vous pourrez y prendre votre part. Comme nous. Alors, oui, merci, Président, de me laisser la parole. Juste pour vous préciser que, justement, on essaie d'être dans le temps long, même si c'est de la politique. Je veux dire par là que cette mission, s'achèvera aux alentours d'octobre-novembre. Donc, ça permettra d'échanger. Et n'hésitez pas à nous faire part de réflexion, notamment sur la deuxième partie qu'on n'a pas pu aborder, la partie plus, on va dire, qualitative, des évolutions éventuellement réglementaires qui permettraient donc d'accompagner vos réflexions. Et puis je vous dis à bientôt, et surtout à bientôt, Mathieu Ficot, dans d'autres cadres, avec d'autres casquettes, de manière à ce que vous puissiez aussi vous exprimer et puis vous entendre plus largement donc, sur tous les sujets dont vous êtes expert. Merci beaucoup. Merci, messieurs.